fixons un objectif, on s'y tient, on met les financements. 5 millions de logements HLM, plus de 2 millions de demandeurs. Notre pays est de nouveau entré dans une crise du logement, une grave crise du logement. Bonjour à tous et bienvenue aux Paroles libres de l'AFPOL, toujours enregistrées dans les locaux de l'association à votre intention. Alors il sera à nouveau question de services, les transitions de services dans l'habitat social. On va parler des points clés. Question dans cette nouvelle édition sur laquelle nous avons souhaité revenir après l'entretien que nous ont accordé Julien Paul, directeur général d'Habitat Réuni, et son discutant Patrice Allais de Rennes Métropole, on s'en souvient peut-être. Et c'était autour du récent rapport qui a, semble-t-il, beaucoup circulé dans le secteur, cartographie des nouveaux services proposés par les entreprises sociales pour l'habitat. Nous avions souligné avec eux les transitions climatiques, sociales, démographiques en cours, la baisse des moyens financiers aussi, alloués au secteur du logement social, l'ouverture également offerte par la loi Elan de 2018 pour de nouveaux services adressés aux locataires et aux habitants avec le concours des collectivités locales, et puis des services destinés à renforcer la cohésion sociale, on avait insisté là-dessus, et à accompagner les nouveaux défis très divers, on va le revoir, auxquels doit répondre le secteur: vieillissement à domicile, production d'énergie, adaptation au changement climatique, médiation aussi, décarbonation des copropriétés, etc. Nous avions donc pu en donner quelques illustrations, mais de nombreuses questions se posent encore pour les bailleurs, ils nous l'ont fait savoir, sur les modalités, sur les conditions de déploiement de ces nouveaux services et quelques inquiétudes aussi. Ils le disent, il n'est pas si simple à l'échelle d'un organisme HLM de construire et de mettre en œuvre une stratégie de transition de service qui vient quand même bien bousculer le modèle. Et ce sera donc l'objet de cette seconde émission, sur quelles initiatives déjà prises on va s'appuyer, quels sont les pièges à éviter, il y en a, où sont donc les points clés, c'est notre titre. Et nous espérons des réponses grâce à nos deux invités que je vous présente. Paul Pietira en face de moi, que je salue, cofondateur, directeur général d'Actan. C'est une société de conseil en croissance, innovation et design de services, vous nous en direz un petit peu plus, qui donne effectivement une place très centrale aux usagers, aux différents usages dans l'invention, dans la transformation des sociétés et des entreprises vers les services. Et votre discutante, Monsieur Pietira, elle est déjà présente dans notre studio. Elle va vous rejoindre dans un moment. Déléguée générale de Delphis, c'est l'association justement de recherche et de développement pour l'habitat social qui a réalisé cette fameuse cartographie des nouveaux services pour la Fédération des ESH. Donc nous commençons avec vous, comme c'est l'usage, peut-être en nous disant un petit peu mieux ce qu'est Actan, qui travaille pour diverses entreprises et pas seulement dans le social, ou peut-être un peu plus. Oui, effectivement, Actan, nous sommes une agence conseil qui travaille sur la conception de services. Donc c'est vraiment le cœur de notre activité. Et on le fait principalement pour des grands groupes dans tout secteur d'activité, avec une démarche qu'on peut qualifier de systémique, qui va imbriquer le design, les sciences humaines et sociales, la stratégie et les technologies, pour en fait inventer ou réinventer des services, basiquement. D'accord. Par design, vous entendez ? Par design. Par design, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, sur le design, c'est un mot un peu compliqué, puisque on entend tout de suite des tables et des chaises. Qui couvrent beaucoup de choses, voilà. Non, le design, c'est un processus de conception qui est plutôt holistique, qui va faire en sorte que les individus vont co-concevoir des solutions ensemble. Il y a une partie sur la tangibilisation, sur faire quelque chose de concret pour qu'on crée un langage commun et partagé entre tous. Et ça, c'est une méthode qui vient principalement de la pensée design. Actan a été créé parce que vous aviez conscience justement du besoin de se diriger vers les services de la part des entreprises. Oui, quand on a créé Actan en 2014, c'était vraiment dans une logique de transformation par les services. La transformation par les services, c'est quelque chose qui est issu d'une transformation assez profonde finalement de l'économie dans les années 80-90. On voit que le PIB mondial est passé davantage sur les services que sur d'autres types d'activités. Et ce qu'on verra en fait peut-être un peu aussi aujourd'hui, mais disons qu'une entreprise industrielle a l'habitude d'avoir un département de R&D qui est bien structuré avec un ensemble de personnel, de la propriété intellectuelle et autres. Les activités de service sont plutôt des activités de production de services, c'est-à-dire que globalement, je vais aller au-devant de mes clients et rendre le service, ce qui fait que la partie R&D service était très 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 peu développée. Et depuis, en fait, on va dire, cette période-là, on va dire les années 2000 globalement, la logique de science des services, de design des services a émergé pour commencer à se dire, à un moment donné, il faut mettre de la méthode aussi pour concevoir ces éléments-là.
Quelle définition donneriez-vous au mot service ? Là aussi, c'est un mot qui peut recouvrir beaucoup de choses. C'est sûr. Pour nous, un service, c'est avant tout un système. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va imbriquer des fonctionnalités. Ces fonctionnalités-là vont permettre de créer de la valeur pour différentes parties prenantes. Alors, un service, comme on a vu, c'est un système, donc ça va toucher des utilisateurs, des clients, des partenaires et aussi les collaborateurs. Et tous ces éléments-là, en fait, vont être dans une dynamique. C'est-à-dire que, contrairement à un produit, au verre que l'on voit sur la table, le verre, en fait, est immuable, alors qu'un service, c'est quelque chose qui va se passer dans le cadre de ce qu'on appelle un parcours. Donc, c'est quelque chose qui est dynamique, et cette dynamique est très importante dans la conception du service. Oui, avec peut-être une difficulté, c'est que c'est plus immatériel et pas toujours visible. Globalement, on va parler de différentes caractéristiques d'un service. On va pas faire un cours sur les services aujourd'hui, mais en tout cas, on peut quand même dire que le service est intangible. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, et ça a un gros impact sur la conception, parce que derrière cela, ça veut dire qu'il faut pouvoir rendre des preuves régulières de la valeur du service que l'on rend. Et ces preuves-là, en fait, si on les fait pas, on a l'impression que le prestataire ne fait rien, et dans ce cas-là, en fait, on ne peut pas valoriser à sa juste valeur le service. Donc, il faut le rendre visible. Il faut le rendre visible, le rendre tangible. Et donc ça aussi, en fait, quand on veut inventer un service, c'est compliqué, parce que quand vous allez vouloir inventer un produit, vous allez faire une maquette, et cette maquette-là, vous la présentez aux autres, vous testez ce genre de choses. Quand vous voulez faire de l'invention de l'immatériel, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, il faut aussi apprendre à rendre concret, finalement, ce futur désirable de ce point de vue-là. Alors encore une remarque, et là on se rapproche effectivement du secteur du logement social. On a quand même l'impression qu'il y a pas mal d'années qu'on entend parler de services. On voit que beaucoup de très grandes entreprises, de grands groupes mondiaux le mettent en avant dans leur communication, par exemple. Donc ça n'est pas très nouveau. Est-ce que cela veut dire, puisque ce rapport est très récent, celui dont nous parlions sur la production de services dans le logement social, qu'on a pris beaucoup de retard dans ce secteur, ou beaucoup d'autres pans de l'économie pourraient dire la même chose? Je pense que le mouvement de servicialisation a commencé il y a pas mal d'années. Et on parle des services, mais par contre, globalement, il y a toujours des va-et-vient. Et aujourd'hui, le monde, et surtout en France, mais dans d'autres pays aussi, le monde est vraiment très dominé par la technologie. Les services ont une composante humaine assez importante, ce qui veut dire que, par exemple, pour un financement de l'innovation, il est beaucoup plus facile d'aller financer de l'intelligence artificielle, par exemple, en fait, que de la transformation humaine pure, même si, en fait, c'est pas totalement vrai, mais en tout cas, disons que c'est quand même un tropisme technologique avant tout. Et donc, ce qui veut dire que cette logique de servicialisation a bien déjà pris, on le voit en fait dans différents secteurs d'activité, mais il y a toujours du chemin à parcourir. Il y a encore du chemin. 2 fois, vous avez utilisé servicialisation, c'est un néologisme, non ? C'est pas très beau comme mot, en fait, on peut le dire. Donc, globalement, ça vient de l'anglais, servitization, et donc c'est cette dynamique qui vise à dire, avant, on vendait un produit, ensuite, finalement, aujourd'hui, on vend une capacité. C'est-à-dire, si on doit retenir, en fait, c'est ce mouvement-là. Et entre les deux, il y a plein de niveaux de maturité. Globalement, on va parler de l'écrin du produit. Par exemple, si je fais de la maintenance autour d'un produit, ben ça, en fait, c'est un premier niveau de service. Et puis après, je peux aller beaucoup plus loin sur vraiment de la valeur qui est principalement sur le service et moins sur le produit. Donc là, c'est la logique de servicialisation. Donc une logique, effectivement, de modification profonde du modèle. Je reviens sur les inquiétudes un peu des bailleurs qui posent beaucoup de questions, d'accord, modifier le modèle. Pour la plupart, parce que vous en avez rencontré beaucoup, j'imagine, vous les sentez plutôt prêts à faire cette conversion, mais vous reconnaissez que ça n'est pas évident. Pour moi, je dirais que c'est vraiment très compliqué, dans le sens où, prenez par exemple l'exemple d'une voiture. Donc avant, vous achetiez une voiture, et puis en fait après, on s'est dit, tiens, je vais pouvoir louer une voiture. Puis aujourd'hui, en fait, on va vers des solutions de mobilité multimodales. C'est-à-dire que j'ai un abonnement qui me permet de prendre le train, la trottinette, le vélo, etc. Et tous ces éléments-là, c'est multi-opéré avec plein d'acteurs, et c'est imbriqué. Et ce shift-là de dire je suis un constructeur automobile je suis un fournisseur de mobilité multimodale, c'est pas du tout les mêmes métiers, c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes technologies. Donc du coup, c'est un changement radical. Donc je dirais que dans les développements de services, dans le logement social, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont autour du produit, c'est-à-dire que autour de l'habitat, en fait, quelque part. Il y a des éléments pour l'habitant, bien entendu, en fait, mais ça reste en fait des éléments qui sont de proximité. Et les grandes transformations, je pense, de modèles et de modèles de production sont encore à venir. Oui. Alors on va revenir bien sûr sur les détails, mais ce qu'on retient de votre première introduction, c'est qu'il y a une pression économique forte, même mondiale, qui vient frapper au fond de plein fouet le modèle, et en clair, il n'a pas le choix.
Oui, on peut dire ça. Qui vient frapper le secteur. Pour un changement de modèle, on n'a pas vraiment le choix. Complètement. Et c'est par rapport à l'émission avec Julien Paul. On peut y revenir, parce qu'elle a été vue beaucoup. Oui. Je trouve que, par exemple, il y a eu beaucoup d'éléments autour de la notion de lien. Comment créer le lien, faire l'ingénierie du lien. Et en réfléchissant, en fait, on se rend compte que, à votre avis, quel est l'acteur ou quels sont les acteurs qui sont du lien, qui sont les plus présents auprès des habitants des logements sociaux? Pour moi, en fait, ça va être plutôt des Américains et des Chinois. Globalement, si on prend Facebook, TikTok et tout ça, c'est des acteurs du lien. Et aujourd'hui, en 2024, par exemple, statistiquement, les gens passent 38 heures par mois en fait sur TikTok. Ou bien en fait, globalement, on voit que quelle que soit la catégorie d'âge, on utilise des réseaux sociaux de manière assez forte. Et cette ingénierie du lien qui s'opère par les réseaux sociaux est beaucoup plus puissante qu'une ingénierie du lien local, parce que du coup, on va essayer de s'identifier à des modèles de comportement ou à des modèles de vie qui viennent en fait de partout. Et ce qui fait que cette pression économique dont vous parlez, c'est aussi une pression sur vraiment la pensée du modèle. Et je trouve que culturellement, en tout cas, avant si on a une entreprise qu'on souhaite se développer, il faut proposer plus qu'un modèle économique et plus qu'un modèle de valeur, il faut proposer un modèle culturel. C'est une vision finalement de comment est-ce qu'on doit se développer. Et je pense que ces acteurs-là ont préempté en partie la notion de proximité, la notion de lien. J'écoutais récemment en fait une interview de Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, qui expliquait comment il travaille sur la notion de présence. Donc quand on regarde en fait finalement aujourd'hui, finalement quand on va parler des personnes isolées ou des personnes dépendantes, la présence est un élément clé. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il travaille sur le rôle du regard, le rôle de l'ouïe, tous ces éléments-là sur la présence. Et en fait, il dépense des milliards, en fait, ou des millions, en tout cas des centaines de millions de R&D sur des questions qui sont des éléments fondamentaux sur la compréhension de ce que ça veut dire le lien et la présence. Et donc, par rapport à ça, présence qui peut être virtuelle, qui peut être sonore, qui peut être par écran, qui peut être... Oui, complètement. Là, c'était une interview sur des lunettes évidemment, le monde du logement social vous dira, mais ça n'a rien à voir avec le lien social que nous entretenons, nous. Oui, mais ce que le lien social, c'est pas uniquement la vision du logement social. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, je pense qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup plus puissants sur le lien social que les acteurs du logement social. Et donc, par rapport à ça, ce sont des acteurs qui ont une industrie en fait du lien, et ça depuis longtemps, et une industrie avec des capitaux colossaux, et aussi en fait un accès à la donnée sur les utilisateurs. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble des 10 millions de personnes qui habitent en fait dans un logement social, ils en savent beaucoup plus que vous. Et donc, du coup, ça, en fait, c'est des choses qui sont hyper puissantes parce que vaincre ces modèles-là ou aller avec, travailler avec, c'est un vrai sujet, je pense. Alors, justement, on arrive justement à un point très central qui nous a été dit également, d'ailleurs, dans l'émission précédente, c'est que le secteur du logement social, que l'on pousse un peu à modifier son modèle, vous répond souvent, mais nous accueillons des ménages à très faibles ressources, qui aussi, malheureusement, cumulent souvent de nombreuses difficultés, qu'elles peuvent être sociales, économiques, familiales, un faible niveau de qualification. Enfin bon, on connaît tous ces publics, bien entendu. Donc c'est une situation quand même un peu spécifique et qui rend difficile d'adhérer aux services tels que vous en parlez. Vous avez une réponse assez provocante, vous venez d'ailleurs de le faire déjà un petit peu, mais ces gens-là consomment des services déjà beaucoup. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, globalement, ce sont des services qui ici sont gratuits, par contre, ils sont consommés en masse. Donc c'est vraiment très clair. Vous voulez dire quoi? Ils ont beaucoup d'usages, ils vont beaucoup sur les réseaux, par exemple? Oui, par exemple, ça pour le coup. En les fait, réseaux sociaux. Mais c'est des services d'intégration, ce sont des services qui vont nous donner de la connaissance, de l'information, des façons d'évoluer, de l'apprentissage, etc. Donc en fait, on est sur des champs qui sont vraiment dans le champ social, d'un certain sens. Et après, en fait, donc globalement, aujourd'hui, ce sont des éléments aussi qui vont dans une grande tendance de consommation. Aujourd'hui, 80%, en 2024, je pense 85% des services sont des services qui sont consommés en self-service. Donc ça aussi, c'est un élément qui est important. C'est que les gens ont besoin d'autonomie, quel que soit leur niveau de revenu. Et donc c'est des choses qui vont leur permettre d'avoir l'impression d'agir sur le monde et d'avoir la capacité de maîtriser des choses. Et je pense que cette logique de capacitation, c'est-à-dire donner des capacités aux gens, c'est un élément fondamental, c'est dans le logement social aussi, puisque du coup on va créer des trajectoires de progression en fait finalement. Et ces trajectoires de progression vont dépendre d'infrastructures de capacitation. Et ici en fait quelqu'un qui
consomme du service gratuit, mais qui, en fait, ce service gratuit est fourni, par exemple, par Facebook, va chercher de la connexion au monde, de la connexion, en fait, finalement, à la modernité, à ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, et du lien avec des gens, même qu'il ne connaît pas, mais à des modèles culturels. Et ça a une très, très forte valeur. Donc, en fait, quelque part, bien entendu, c'est une valeur très différente de aller faire du soin, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment différent. Mais malgré tout, en fait, c'est une valeur sociétale qui est très puissante. C'est-à-dire qu'on oublie peut-être un peu, et vous avez l'air de le contester, que ces gens, cette population, donc les locataires avec lesquels les HLM entretiennent des relations constantes, sont aussi des utilisateurs des réseaux sociaux, vous l'avez dit, mais peut-être de la vente directe, de la vente en ligne. Ils utilisent des services, souvent gratuits d'ailleurs, et pas toujours, mais souvent. Complètement. Voilà. Et pour moi, en fait, peut-être qu'on sous-estime cette connaissance, entre guillemets, qu'ils ont déjà du rapport aux autres. Alors ça, c'est un élément qui, à mon avis, est déterminant. Et d'autre part, si on pense modèle, en dehors pour moi, il y a 3 niveaux de modèles potentiels. Mais bon, je ne suis pas non plus l'expert mondial du truc. Mais globalement, ce que je veux dire, ce qu'on veut, c'est votre avis, parce que vous les observez de près, quand même. Donc, pour moi, il y a une façon d'opérer qui est de dire, je vais travailler avec un modèle sur le collectif. Le collectif, aujourd'hui, on voit que, par exemple, le coût de la dépendance ça va augmenter de plusieurs milliards, en fait, d'ici 2060. Le coût de la solitude, il y a des gens qui disent que c'est 30 milliards, par exemple. Bref, le coût de la justice, c'est 12 milliards par an. Bref, tous ces éléments-là, en fait, c'est des coûts à l'échelon de la société. Et si, en fait, du coup, je suis en capacité de démontrer que par mon système de service, je suis en mesure de réduire la facture, c'est dans une logique d'engagement suite de résultats, par exemple, en fait, ou de performance, comme ça peut s'opérer dans d'autres secteurs d'activité, eh bien, le partage de valeur peut s'opérer autrement. Mais ça nécessite, en fait, un système de monitoring qui sert des résultats, de la performance, et aussi, en fait, une capacité à délivrer des services de manière très efficace. Et je pense que là-dessus, en fait, quand on va parler des services avec un modèle par rapport au collectif et à l'engagement, là où il y a une énorme marche, je pense, pour le secteur du logement social, c'est la capacité à opérer. Parce que si on veut s'engager sur des résultats, il faut être en capacité de rendre le service de manière optimale, régulière et à grande échelle. Et donc, par rapport à ça, en fait, aujourd'hui, ça veut dire vraiment trouver des nouveaux métiers, être en capacité de faire autre chose que du logement social. Et ça peut pas se faire en disant, j'ai un concierge et je vais lui demander de faire quelques actions de plus. En fait, ça, c'est très clair. C'est ça, le logement social a de bons actifs immobiliers, mais il reste beaucoup à faire. Il a de très très bons actifs humains aussi, mais par contre, humains, quand même. Mais ces actifs humains ne sont pas dans l'opération de ces services-là. Et donc ça veut dire que y a des changements. Après, en fait, du coup, je pense qu'on peut aussi essayer d'identifier un modèle qui, lui, va être sur l'individu, et donc effectivement dans une logique où l'individu consomme. Donc ça, en fait, on en a déjà un petit peu parlé. Et cette partie-là, en fait, c'est quelque chose qui, de la même façon, nécessite une grande transformation de la façon d'opérer. Parce que encore une fois, on a vu que la R&D sur la présence, c'est des centaines de millions chez Facebook Meta. Et si on veut avoir des infrastructures digitales qui permettent d'opérer du service, et surtout, on a vu au tout début que le service était une dynamique. Donc ça veut dire que je ne vais pas rendre des actes de service, mais je vais suivre des parcours de service avec plein d'utilisateurs et mass personnaliser le service. Ça, en fait, si je n'ai pas les infrastructures pour le faire, je ne sais pas le faire, en fait, basiquement. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très important sur le comment, en fait, opérer. Et puis après, je pense qu'en fait, il y a le troisième modèle qui est très, très bien expliqué aussi dans le rapport sur la cartographie des services, où ce sont tous les services... Je précise, vous l'avez lu et vous l'avez trouvé fort instructif. Complètement, en fait, tout est parfait dedans, en fait. Oui. Donc, je suis tout à fait aligné avec ce qui est écrit dedans. Mais ce sont des services qui sont, je dirais, en fait, autour de l'habitat et autour de l'habitant. Et donc, ces éléments-là sont très intéressants et performants. Et je pense que ça marche aussi bien en France que dans d'autres pays. Et donc, ça permet de travailler sur les transitions, sur transition territoriale, sur l'imbrication des modèles, sur la capacité des individus à évoluer, etc. Donc, tout est parfait. Mais je pense que c'est des éléments qui, en termes de scalabilité, sont en fait à questionner quand même, parce que c'est difficile de se dire que j'ai une masse critique qui me permet de gagner beaucoup d'argent si, en fait, je suis que sur des services de proximité. Ou alors, en fait, du coup, j'ai des modèles... s'il y a des choses qui fonctionnent dans d'autres secteurs, comme par exemple la franchise, où j'ai une modélisation. Cette modélisation, si je prends par exemple Blablacar ou Flixbus, ce sont des gens qui n'opèrent aucun actif à eux. En fait, l'actif, c'est votre voiture, ou bien en fait, c'est le bus d'un petit... donc une PME qui a 3 bus, par exemple.
Mais eux vont apporter l'accès aux clients et vont apporter le marketing qui va bien, etc. Donc, ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, en fait, il y a eu une sorte de capitalisation, une capacité en fait derrière à opérer à grande échelle et en s'appuyant sur les actifs des autres. Et ici, les actifs des autres, ça serait la capacité de coproduction des habitants à l'intérieur du logement social, parce qu'un service c'est coproduit. Donc, globalement, ça c'est une notion qui est hyper importante, c'est que vous faites un service, vous faites un produit, par exemple une voiture, votre voiture reste sur le parking parce que vous la sortez de l'usine, personne ne l'achète. Dans le bilan comptable du constructeur, elle a toujours une valeur. Un service, c'est-à-dire si l'autre personne ne coproduit pas le service n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà. Et donc ça veut dire aussi qu'il Donc il faut lui donner de la valeur. Alors, il faut lui donner de la valeur, mais aussi il faut baisser l'effort utilisateur ou l'effort client dans la production du service. Et en fait, il faut s'appuyer sur cet actif qui est l'individu qui va coproduire. Donc, ce qui fait que la valeur, il faut la chercher auprès des individus. Et là, effectivement, tous les modèles d'économie sociale et solidaire marchent bien. En fait, après, même dans des modèles bien entendu payants, l'acteur, utilisateur au client, est fondamental dans la réussite globale. Parce que vous dites une autre chose qui peut bousculer beaucoup aussi, Paul Pietira, vous nous dites il faut aller dans les services pour préserver les capacités, vous venez d'expliquer pourquoi, mais pas forcément pour gagner de l'argent. Oui, alors pour moi, le service, ça a aussi un impact sociétal. On n'attend pas forcément d'un service qui le rapporte. Je veux dire, c'est pas forcément, ça peut être un investissement économique quand même, mais c'est pas aussi direct que cela. Ça dépend en fait de l'échelle à laquelle on est. Alors que mettre en location un logement, voilà, là on est tout de suite opérationnel. Je pense qu'il y a le service qui doit rapporter de l'argent parce que derrière il faut se développer et en fait on a besoin de capitaliser pour pouvoir en fait faire de la R&D, etc. Donc l'argent est fondamental, mais c'est un moyen. Et le service est avant tout un outil de faire société. Sans le service, on ne fait pas société. Le service fait le lien entre des individus et c'est vraiment le lien même entre un produit et un individu. Sans le produit, sans la logistique, il n'y a pas la possibilité de consommer. Donc le service est un vrai fédérateur et un créateur de liens. Et donc je pense en fait avant tout que si les bailleurs sociaux souhaitent développer des services, et ils le font avec les territoires et puis ils se développent, il faut justement poser la question du modèle culturel et de la capacité derrière en fait à inventer un territoire, inventer un pays. Et c'est là où le service joue un rôle important. Parce que de la manière dont on le rend, la signature relationnelle que l'on va proposer, toutes les façons d'opérer vont colorer en fait finalement le vivre ensemble de tous les gens. À condition de contourner ou d'arriver de se sortir des réglementations assez contraignantes en France, puisque vous connaissez beaucoup d'autres pays, vous avez fait des études comparées apparemment. Vous pensez que c'est quand même un frein qu'il faut arriver à les dépasser. Oui, c'est un frein. Des contraintes réglementaires, lesquelles on pourrait dépasser éventuellement. Moi, je ne suis pas du tout expert juridique, en fait, donc du coup... Non, mais vous faites ce constat quand même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, dans tous les secteurs réglementés pour lesquels on a pu travailler, on se rend compte qu'il y a bien entendu, en fait, déjà un frein culturel. On a envie de créer une filiale, mais c'est compliqué. Et puis, en fait, c'est contre-culture. Après, même si on crée la filiale, c'est difficile de se lancer pour de vrai, parce que du coup, il faut prendre des risques, même pour les individus qui vont le porter. Donc, je n'ai pas du tout de réponse, en fait, très claire par rapport à ça. Vous avez quand même un exemple, je crois, c'est les résidences intergénérationnelles. Ça vous paraît peut-être une mesure qu'on pourrait faire bouger ou qu'on pourrait éventuellement, travailler sur la réglementation si les bailleurs vous le souhaitez? Moi, je pense que la réglementation doit refléter le quotidien. Et donc, du coup, quelque part, si on invente des quotidiens... Et les évolutions aussi démographiques. C'est ça. Et donc, du coup, la réglementation évolue. Mais sauf que faire de la réglementation en amont, ça s'appelle du lobbying, en fait. Et donc, du coup, cette partie-là, je pense que beaucoup d'acteurs sont tout à fait qualifiés pour le faire. D'un autre côté, si on invente des modèles et on démontre qu'ils fonctionnent, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller faire bouger une réglementation. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que pour faire évoluer les réglementations, il faut faire des expérimentations le plus possible et donc dans ce cadre-là, pouvoir capitaliser sur les bénéfices, mesurer l'impact économique et social et une fois que ces éléments-là sont opérés, derrière, en fait, ça va proposer des évolutions réglementaires. Alors Charlotte Limousin de Delphis, donc, qui était à l'origine, une société qui est à l'origine de ce fameux rapport, vous écoute avec attention, je la vois même prendre des notes, on va dans un instant la recevoir en face de vous. Peut-être pour les résumer quand même, on retient ce que vous nous en dites bien sûr sur cette nécessité à y aller. Certaines entreprises d'ailleurs n'ont pas pris ce virage, elles ont plus joué le jeu du lien social direct plutôt que, on les cite pas mais vous en avez plusieurs en tête, je le sais. D'autres au contraire, y compris en France, on fait ce que vous préconisez, c'est-à-dire ont mieux compris ce qui pouvait se passer. Dans ce que vous suggérez comme solution, et surtout comme piège à éviter, puisque ça fait partie des points clés dont nous voulions parler, le repli local, par exemple, vous paraît dangereux?
Oui, alors c'est vrai qu'à titre... Qui peut être une initiative. Nous, on fait nos trucs dans notre coin, on marche bien avec les collectivités qui sont là et ça se passe pas si mal. Ça vous paraît dangereux. C'est le mot que vous utilisez. Le local donne beaucoup de sens aux gens, en fait, parce que c'est vrai que ça donne un effet immédiat et puis en fait, on a l'impression de travailler ou de faire quelque chose pour la personne en face et donc du coup, ça nous donne du sens directement. Néanmoins, en fait, je pense qu'un système a besoin de connexion et de vivacité des connexions. Donc plus on s'isole, plus on crée en fait finalement, disons de la séparation entre les humains. Et je pense que bien entendu, en fait, c'est un équilibre à trouver. Donc je dirais pas que le local est dangereux du tout. Hein. Mais par contre, je pense qu'un tropisme sur... C'est le repli qui est dangereux, c'est pas le local. Exactement. et par rapport à ça, en fait, plus on arrive à s'interconnecter, plus on arrive à créer un nouveau modèle culturel et une envie de vivre ensemble. Et j'ai envie de reprendre d'autres conseils qui apparaissent dans vos textes et dans ce que nous avions préparé aussi. Bien connaître les demandeurs de logement. Enfin, ça, je suppose que les bailleurs le savent, mais vous y insistez quand même. Hein. Oui, ça, c'est pas évident parce que si je reprends l'histoire de Facebook, dans l'approche en fait souvent des bailleurs sociaux, on a une approche sociologique, c'est-à-dire qu'on va parler en fait, disons des utilisateurs, des clients, des habitants, avec des ensembles. Et alors qu'en fait, si on prend un Meta ou un Facebook, ils vont parler d'utilisateurs et des usages. Et donc là, en fait, on rentre dans une démarche plus psychologique, en fait, quelque part, que sociologique. Après, bon, c'est sans débat d'experts ni quoi que ce soit, c'est pas du tout mon propos. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut descendre d'un cran, en fait, aller à l'échelon de l'individu pour comprendre son activité humaine dans son contexte de manière très fine, et ensuite être en capacité de modéliser ces éléments-là. Donc connaître les habitants, ça veut pas dire en fait connaître leurs revenus, ça veut pas dire connaître leurs habitudes macro, mais ça veut dire connaître leurs usages précis pour être en capacité derrière de proposer des services qui vont lever les irritants et en fait ou apporter en fait de la valeur sur certains aspects du parcours. Ça veut dire quoi? Différencier les locataires, des accès dans la propriété, des copropriétaires. Alors ça c'est une segmentation par typologie en fait pas la seule, part, mais par contre derrière c'est même en fait dans quelqu'un qui est locataire, il va y avoir différentes typologies. Et c'est différent parce que ça va être le rapport, par exemple, au collectif, le rapport à l'habitat, le rapport à l'autonomie, le rapport à, etc. Et en fait, tous ces rapports vont créer ce qu'on appelle des personas, donc des typologies d'usage. Et ces typologies d'usage vont déterminer la capacité à coproduire. Et donc, du coup, ce qui fait que si vous lancez... Alors, le service pour tous, ça n'existe pas. Service, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et donc, derrière cela, plus vous allez développer des services qui doivent viser tout le monde, plus ça sera un échec. Ah, ça marche pas, ça. Ouais, voilà, exactement. Bon. Autre conseil que vous donnez, ne pas attendre, mais ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, ne pas attendre l'expression des besoins, être très, très proactif, mais quand même, avec un petit codicile, en capacité, c'est-à dire ne pas vouloir tout faire. Globalement, c'est un défaut qu'on peut rencontrer ça dans les entreprises, je ne parle pas que du logement social. Non, moi je ne pense pas que ça soit un énorme défaut, mais par contre ce qui est certain, c'est que la démarche de conception de service, c'est une démarche qui doit être itérative, parce que comme on l'a vu, c'est immatériel, donc c'est difficile de se projeter sur un futur, et donc en plus ça doit être co-construit avec les gens, parce qu'il faut qu'ils produisent aussi la valeur, il faut qu'il y ait une forte acceptabilité. Donc ce qui fait que la proactivité est fondamentale, parce qu'on va tout le temps aller tester le système en disant tiens, est-ce que ça t'intéresse entre guillemets, et en fait en fonction des retours, on va pouvoir réguler, itérer. Donc c'est quelque chose de très dynamique et très vivant. Donc on ne peut pas, en fait, quelque part, à un moment donné, juste venir d'une vision stratégique en disant c'est ça qu'il faut faire, mais on a besoin finalement de travailler en écosystème en permanence et de façon itérative. D'accord. Et on a le droit de se tromper, mais pas trop longtemps. De toute façon, pas trop longtemps. Non, mais l'enjeu en fait des méthodes de conception centrée utilisateur ou par le design, c'est effectivement de se tromper le plus vite possible. Parce que si on se trompe au début, ça coûte moins cher que si on se trompe une fois que tout est déployé. Ah, il vaut mieux se tromper au début et puis s'en rendre compte assez rapidement. Exactement. Et ensuite évaluer, ce qui n'est pas toujours fait. Là, je crois qu'on y reviendra avec Charlotte Libouzin parce que le rapport en parle aussi. L'évaluation, ça veut dire qu'il y a des protocoles donc de tests, par exemple, en fait, ou de mesures de plusieurs indicateurs. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et donc l'évaluation, c'est pas que l'évaluation économique au macro, mais encore une fois, c'est une évaluation qui va être sur la qualité de l'expérience, la capacité de coproduction, la baisse de l'effort utilisateur. Donc il y a plein d'indicateurs qu'on peut mesurer en fait quand on va évaluer. Et après, en fait, bien entendu, ça a un impact direct sur les revenus et sur la capacité à déployer un service à grande échelle. Alors j'ai une question plus on va quitter un petit peu ce seul domaine, mais vous avez travaillé dans d'autres entreprises avec des points de comparaison. Où situez-vous le logement social dans ce qui lui reste à accomplir dans ce domaine ? Je pense que c'est, on va dire, dans les... c'est-à-dire si on est sur 10, à une échelle de 4 sur 10, en fait, quelque part, c'est-à-dire dans le sens où il y a une très très belle culture. En fait, vous lui donnez 4 sur 10 ? Oui, c'est ça. D'accord. Parce que
Je sais pas. C'est vous qui le dites. Hein. C'est intuitif. Mais donc du coup, je pense que la culture et l'intellect, c'est vraiment magnifique. C'est derrière ça en fait, du coup, il y a vraiment des gens qui sont très engagés et une vraie culture en fait de rendre le service public, et en tout cas le service à la collectivité. Donc tous ces éléments-là en fait, sont très très présents. C'est d'excellents fondamentaux. Par contre, en fait, sur les pratiques de conception et la capacité à développer des services, ici en fait, il y a une petite échelle et surtout sur la présence d'actifs de type digitaux et autres. En fait, du coup, là, il y a une maturité aussi en fait. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a encore un peu à faire. Oui, mais ce qui est plutôt encourageant de votre point de vue. On peut dire ça. Vous y croyez, d'accord. Mais dans un contexte, et je crois que vous tenez quand même à le rappeler, économique difficile, hein. Oui. Un pays qui ne va pas si bien que ça sur le plan économique, ça fait partie des inquiétudes quand même. Aujourd'hui, tout le monde est inquiet avec ce qui se passe dans les médias. Mais c'est vrai que si on prend les grandes tendances, on voit bien que dans les années 2050, la France va être un peu en déclassement économique, l'Allemagne également, etc., par rapport à d'autres pays. Donc on voit en fait une paupérisation, pas massive, mais en tout cas des difficultés. Et puis, bien entendu, ce que vous dites régulièrement aussi, c'est-à-dire tous les enjeux climatiques et environnementaux qui vont faire que les investissements d'adaptation vont être très importants. L'assurabilité, en fait, est complexe. Tous ces éléments-là que vous connaissez par cœur vont faire que ça fait une pression, bien entendu, à la fois sur, je dirais, la viabilité des modèles, mais aussi, en fait, du coup, sur la capacité des habitants à vivre, en fait, quelque part dans des conditions qui, aujourd'hui, en fait, peut-être demain, seront avec des gros stress hydriques, avec des chaleurs, en fait, vraiment difficiles. Et puis, en fait, on connaît ces attendus-là. Mais ce qui veut dire quand même que les gagnants seront ceux qui possèdent ou qui maîtrisent le mieux les services, pour revenir à votre... ou des infrastructures, en tout cas, de production de services très puissantes. Pour l'instant, elles sont aux États-Unis, on le sait, ou en Asie. Pas chez nous. Il y a différents types de services. L'exemple de Meta et autres, c'était juste pour illustrer une autre façon de voir le lien. Par contre, effectivement, si je prends un Sodexo, c'est des acteurs de la transition territoriale, par exemple, en fait aussi, qui vont apporter des services locaux en s'appuyant en fait sur une infrastructure, et ça marche très très bien. Donc globalement, il y a plein de modèles, mais ce qui est certain, c'est que le service va être un moyen de développer des revenus complémentaires et donc d'aller au-delà de l'actif immobilier uniquement. Voilà. Et si possible, de contrarier un peu la tendance du déclin que vous craignez. Merci Paul Pietira. On va tout de suite demander à Charlotte Limousin de vous rejoindre. Je l'ai dit, Delphis a donc produit ce rapport à la demande des ESH et elle va engager un dialogue avec vous. Elle vous a écouté et je pense qu'elle a d'autres questions à ajouter aux miennes. Bien, Charlotte Limousin nous a donc rejoint, déléguée générale de Delphis, on la salue. C'est l'association de recherche et de développement et qui a donc produit et réalisé pour la Fédération des ESH la cartographie des nouveaux services. Vous avez donc écouté ce que nous a dit Paul Pietira, qui était assez direct, hein, comme on l'a vu, à l'attention des bailleurs. Et donc peut-être votre directeur général d'Actor, je le redis, votre première réaction, Charlotte Limousin, à ce que vous venez d'entendre? Alors, première réaction, c'est que c'est extrêmement riche. Ça fait écho à pas mal de choses, effectivement, qu'on a pu nous identifier dans le cadre de cette étude. Il y aurait énormément de choses à dire, à questionner. J'ai plein de questions qui me viennent. Peut-être là, pour commencer, il y a évidemment un sujet assez fondamental qu'on a pu identifier, c'est celui du modèle économique. Sachant que le modèle économique déjà de base, j'imagine, des services n'est pas forcément évident à trouver pour quelque entreprise que ce soit. On a des contraintes supplémentaires dans notre secteur avec, on l'a dit, des locataires qui ont peut-être des moyens plus limités. Vous avez évoqué, vous, le fait que ces locataires, comme beaucoup d'entre nous, sont consommateurs de services, notamment de services réseaux sociaux en ligne. Pour autant, des services gratuits. Enfin, en tout cas, ce ne sont pas eux qui payent. Et je m'interrogeais sur une réflexion peut-être à avoir sur la distinction entre l'utilisateur, le bénéficiaire du service et le financeur ou le payeur du service. Autrement dit, est-ce qu'on doit systématiquement facturer à celui qui consomme ? Et je me dis qu'il y a peut-être des voies à explorer à ce niveau-là. Je partage complètement. Paul Pietira. Globalement,
l'utilisateur n'est pas forcément le payeur, et ça c'est fondamental. Effectivement, dans le modèle des grands fournisseurs de réseaux sociaux et autres, le produit c'est nous, et donc derrière ça, c'est toutes nos habitudes de consommation qui font la valeur et qui est revendue à d'autres. Par ailleurs, en fait, je pense aussi que ce sont des données que vous pouvez acheter pour ensuite mieux cerner vos utilisateurs. Donc, c'est un moyen qui est tout à fait valable sur le marché. Et après, en fait, dans l'idée en fait, de se dire que si on arrive à s'engager sur de la réduction de coûts sociétals auprès des acteurs territoriaux ou des acteurs publics, eh bien en fait, tout de suite, on trouve finalement des acteurs financeurs, parce que à un moment donné, on va dire, tiens, effectivement, on va rendre des services de transition de vie ou des trajectoires en fait finalement d'intégration pour un sixième de la population française. On arrive en fait à démontrer des résultats économiques. Donc si on arrive à faire ici un partage de valeur, on a vraiment, je trouve, un modèle de financement vertueux. Après, j'ai pas exactement la mécanique de comment le faire, mais par contre, je me dis que ce sont des choses qui existent dans d'autres secteurs d'activité, où le fait de vendre de la performance ou de l'engagement de performance, c'est quelque chose qui se pratique bien. Et là, en fait, vu qu'on est sur de l'humain, on va se dire que c'est peut-être compliqué de la mesurer. Néanmoins, en fait, si on va être dans un système hospitalier ou un autre système, on voit bien qu'on arrive quand même à mesurer un taux, par exemple, de présence dans l'hôpital. Combien de temps en fait le patient reste à l'hôpital, et ça a directement un impact sur le modèle économique de l'hôpital. Donc ce qui fait que si on arrive à déporter, si on arrive à démontrer l'impact économique sur plusieurs typologies d'acteurs, eh bien en fait je trouve qu'on peut trouver une assiette de financement. Alors je partage, et d'ailleurs il y a des bailleurs sociaux aussi qui se sont lancés dans ces études de mesures de coûts évités, finalement coûts évités pour le bailleur et ou pour la collectivité. Moi, ça m'évoque une réflexion aussi, c'est comme vous dites, d'évaluer l'impact finalement sur un ensemble d'acteurs. Je pense que peut-être dans le logement social, on pense beaucoup évidemment à l'impact ou bénéfice pour les locataires ou les habitants, pour la collectivité. Et il me semble qu'on gagnerait peut-être à étendre notre champ d'analyse à d'autres acteurs, y compris des acteurs économiques privés, sur le territoire, qui pourraient aussi bénéficier et qui pourraient du coup peut-être contribuer. Voilà, c'est une piste. Complètement. Et souvent, en fait, quand on va faire... Alors, je vais dire un truc horrible. Donc, je mets 15 000 guillemets. Mais donc, du coup, la gestion d'un parc immobilier, c'est comme de la gestion de flotte. C'est-à-dire que j'ai un stock, en fait, quelque part. Et bon, ici, c'est les habitants. C'est pour ça que je dis que c'est horrible. Et du coup, je ne veux pas le formuler comme ça. Mais d'un point de vue macro et d'un point de vue modèle, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai un stock de trains. En fait, ce stock de trains va circuler. Bien entendu, si j'ai que des trains, et en fait, la donnée sur les trains, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter des capteurs, et puis en fait, ces capteurs-là, au début, je les mets sur le train. Après, je mets un GPS et je les géolocalise. Après, tout d'un coup, je vais le mettre, en fait, finalement, peut-être sur les essieux, et je vais commencer à mesurer encore autre chose. Et puis, progressivement, je vais commencer à mesurer plein de trucs. Et tout ce que je mesure, en fait, je vais pouvoir le transformer en valeur, en fait, quelque part, dans une plateforme que je vais effectivement ensuite monétiser auprès de différents types d'acteurs. Et ici, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que comment est-ce que je fais pour pouvoir mesurer ce que je peux redistribuer à d'autres. Et donc, je pense qu'il y a cette couche, finalement, en fait, disons, de transformation d'un actif qui est en fait un actif, on va dire, immobilier, et à côté de ça, en fait, rentrer plus dans l'usage qui se fait à l'intérieur, pour ensuite identifier des leviers. Et encore une fois, cette partie de coproduction de valeur par les habitants va permettre peut-être aussi d'apporter quelque chose. Donc il y a plein de modèles à inventer, à mon avis, dans lesquels on va redistribuer de la valeur qui est produite déjà aujourd'hui, mais qu'on ne perçoit pas parce qu'on ne sait pas la mesurer ou l'identifier. Ou créer de la valeur supplémentaire qui ne bénéficierait pas que aux locataires du parc social, mais qui pourrait bénéficier à d'autres habitants et encore une fois à des entreprises ou des acteurs économiques locaux. Et auxquels pourraient s'associer des collectivités locales, comme ça nous avait été dit aussi par Julien Paul. Ouais. Vous n'excluez pas, évidemment. Non, bien sûr que non. Après, je me dis juste que d'un point de vue purement modèle économique, peut-être que dans le secteur, on a trop tendance, en tout cas nous, c'est une des limites qu'on avait identifiées, à se reposer sur des subventions ou des aides publiques. Or, dans le contexte actuel, je pense que c'est un des vrais challenges, c'est comment s'affranchir le plus possible des aides et des subventions publiques, parce qu'on voit la précarité de ce modèle-là, en fait, et la difficulté. Donc,
il faut aller trouver l'argent autre part, quelque part. Je partage complètement. Bonne remarque. C'est vrai que quelque part, ça doit être un mix de modèles dans lequel il y a de l'économie sociale et solidaire et de la subvention territoriale et des montages en fait complexes avec le territoire. Ça fonctionne bien. Par contre, c'est vrai que quelque part, créer un métier de service, ça veut dire en fait créer un métier qui s'autofinance et qui est soutenable financièrement aussi. Donc du coup, c'est ça en fait, ça nécessite une infrastructure de production, tous les éléments dont on a déjà en fait évoqué. Mais par contre, ça veut dire quand même que il n'a pas besoin des autres pour pouvoir exister. Et ça, je partage complètement. Et pour autant, je pense que du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça amène à penser aussi des formes de coopération. Vous l'avez beaucoup évoqué, la notion d'écosystème. Alors voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qu'on a essayé d'explorer aussi, et qui, je pense, doit être exploré encore plus. L'écosystème autour du bailleur, que ce soit d'ailleurs avec d'autres bailleurs, avec les collectivités, mais aussi avec d'autres acteurs. Oui, et moi j'apporterais peut-être une nuance parce que dans les modèles de coopération ou collaboration, il y a plusieurs choses. À mon sens, la coopération, c'est un élément qui est très réglé et souvent en fait régi contractuellement de manière assez précise. La collaboration, c'est quelque chose qui est plus distribué et plus dynamique. Et donc du coup, je pense que ça nécessite une conception du système de service qui est beaucoup plus ouverte. Parce que je vais pouvoir m'imbriquer avec plein de choses à la fois et en fait de manière assez évolutive. Donc ce qui fait que la coopération fondamentalement c'est très important. Mais après en fait si j'ai une infrastructure qui me facilite la collaboration et donc du coup l'imbrication avec d'autres écosystèmes de services, ça sera encore plus simple. Alors, je voulais revenir aussi sur un autre aspect. Vous l'avez évoqué, la coproduction et la connaissance. Alors, j'ai bien noté la connaissance des habitants et je partage d'ailleurs le constat que, encore une fois, dans notre secteur, on a peut-être une approche très par les données administratives, entre guillemets. Enfin, finalement, c'est les données qu'on est obligé de collecter aussi à un moment donné et moins psychologique, je crois que c'est le terme que vous avez utilisé. Mais quelles recommandations, quels conseils vous pourriez donner sur la façon de mieux connaître et mieux comprendre les usages et avoir une analyse plus fine, finalement, des besoins qui ne sont souvent pas exprimés, si j'ai bien entendu. Ici, il y a énormément d'exemples, mais je pense qu'un exemple qui parle à tout le monde, c'est Decathlon. Et donc, du coup, quand on prend leur communauté de sportifs passionnés, par exemple, donc faire des observations ethnographiques de ces acteurs-là, ensuite travailler avec eux pour comprendre leurs pratiques. Donc, à chaque fois, en fait, ça nous permet, globalement, pour comprendre une activité humaine, il faut à la fois comprendre ce qui se passe pour de vrai. Donc ça, c'est ce que j'observe. Mais par contre, quand j'observe une situation, je ne sais pas ce que les gens pensent. Et donc, du coup, si je sais ensuite faire verbaliser les gens sur ce qu'ils pensent, je peux corréler l'observé et le perçu. Et là, en fait, j'ai quelque chose qui est assez objectif. Et après, si j'ai des données transactionnelles du digital, je peux reconstituer finalement un parcours qui est à la fois un parcours situationnel et un parcours digital. Et donc là, en fait, j'ai un système qui est assez complet. Oui, les Decathlon fait ce type d'études, oui, complètement, de travaux. Mais il y en a plein en fait qui font ça. Mais je trouve que Decathlon, tout le monde se projette. D'accord, mais c'est une très grande entreprise, si je peux me permettre, par rapport à ce que peut faire un bailleur individuellement. Bien sûr. Après, un bailleur, typiquement... La méthode peut être la même ? Ça peut être bien entendu la même. Et puis, si je prends un concierge est présent en permanence dans l'habitat et il peut être un capteur finalement de cette voie de l'utilisateur. Sauf qu'aujourd'hui, il est peut-être perçu un peu différemment. Il va peut-être donner plutôt des informations contractuelles ou en fait sur le bâtiment. Et là, en fait, quelque part, on peut aller lui permettre de chercher de l'information un peu différemment. Mais bon, c'est pas forcément la solution. Puis sans doute qu'aujourd'hui, on les interroge pas, on leur demande pas forcément de remonter. D'ailleurs, quand on interroge souvent les personnels de proximité, quand on leur pose la question, ils vont répondre et ils vont donner des indications sur ce qu'ils observent, ce qu'ils constatent. Mais si on ne pense pas à leur poser la question, ils vont peut-être pas spontanément. Moi, j'ai des exemples qui me viennent en tête sur des usages, même sur la conception du bâti, comme ils sont au quotidien, ils observent ce qui se passe. Et le fait que les locataires ne font pas exactement forcément ce qu'on avait imaginé qu'ils feraient, mais ça donne des idées sur comment... réaménager, par exemple. Complètement. Et si on arrive à remonter ça à une échelle un peu plus capitalisée à l'échelon de l'entreprise, ça veut dire que le prochain programme immobilier va être revu, etc. Donc en fait, c'est un actif qui est très important. On peut appeler ça un hub de la voix de l'habitant, par exemple. En fait. Et ces éléments-là peuvent être nourris par... une démarche très mutualisée, par exemple, entre les différents bailleurs, si on le souhaite, ou à l'échelon d'un territoire, parce que ça a du sens aussi au niveau territorial, dans le sens où chaque territoire a quand même sa culture, et donc du coup, c'est de contextualiser aussi culturellement des pratiques, c'est important. Donc il y a plein de façons d'opérer qu'on pourrait imaginer. Alors, d'ailleurs, vous évoquez là le territoire, c'était autre chose qui m'a marqué dans votre intervention, c'est la notion, la peur du repli
le repli local qui serait dangereux. Alors, je voulais peut-être vous demander d'approfondir un petit peu, d'autant plus que quand on parle bailleurs sociaux, une de leurs caractéristiques, c'est l'ancrage local. C'est le fait que, normalement, ils opèrent sur un ou quelques territoires bien définis. Ils n'ont pas forcément la mission ou d'ailleurs la compétence pour aller sur d'autres territoires. Mais c'est aussi, je pense, en tout cas, une de leurs forces, un des atouts, c'est justement cet ancrage local. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce danger du repli local que j'ai pas forcément bien... On a bien dit le danger était le repli, pas le local. Oui. Voilà, c'est pour ça que je voulais peut-être revenir dessus. Quand même, préciser. Non, mais c'est certain que je partage complètement ce que vous avez dit. Et donc, le point que je voulais soulever, c'est que dans un monde où les choses vont très très vite, tout est simultané, les gens ont tendance finalement à se replier effectivement sur une action qui a un feedback immédiat. Donc, et ça, c'est très important pour la bonne santé psychologique en fait de l'individu, de se dire que tiens, je fais quelque chose et puis en fait je vois le résultat. Et ce repli local, on le voit dans plein de comportements où les gens vont démissionner d'un grand groupe pour aller en fait faire une activité locale, etc. C'est une grande tendance et je pense que elle est peut-être en fait le reflet d'une plus grande difficulté à gérer ce qu'on peut appeler du coup l'individu réseau en fait, donc qui à la fois est un individu mais il est connecté en fait à de plus en plus de choses et ces plus en plus de choses sont de plus en plus dynamiques. Donc c'est là en fait où le phénomène de repli va constituer en fait après des choses qui peuvent être dangereuses, du communautarisme ou d'autres en fait quelque part, parce que on va trouver des référentiels communs à une échelle en fait qui finalement nous décontextualise de l'évolution de la société. Et c'est cette décontextualisation qui pour moi en fait est un danger. Oui, donc c'est effectivement la notion de repli qui est un danger plus que la notion de local. Ah non, le local est fondamental, c'est ce qui donne effectivement les repères du quotidien et donc c'est ce qui donne la navigation en fait finalement nécessaire dans son activité. Alors ça m'évoque autre chose. Je vous en prie, on a encore entendu une question. Mais bien. Alors c'est pas forcément une question d'ailleurs, mais c'est sur cette notion de repli. Alors moi ça m'évoque aussi le fait que je pense que dans notre secteur, quand on pense service, il faut aussi élargir le champ. Alors la réglementation ouvre un petit peu la porte là-dessus et peut-être qu'il y a aussi des pistes à explorer sur des services qui ne seraient pas uniquement pensés pour les locataires du parc social, mais plutôt pour un territoire, un ensemble d'acteurs, alors d'habitants, d'acteurs du territoire. Et là aussi, peut-être se décentrer un petit peu uniquement du parc social. Complètement. Et là, en fait, je sais pas, il y a eu... Je pense que c'était il y a 2 ans, par exemple, des appels à projets de la ville de Paris sur l'exploitation des sous-sols, ce genre de choses, en fait, régulièrement réinventer Paris. Et donc, cette partie-là permet, par exemple, de se dire qu'un ancien parking devient un espace de stockage mutualisé pour un bâtiment. Et en fait, dans ce bâtiment-là, il va se passer des choses. Donc, du coup, il y a plusieurs prestataires qui vont intervenir dessus. Et donc, ce qui est, bien entendu, en fait, l'échelle, disons, du quartier ou, en fait, d'un territoire plus large est une bonne échelle pour opérer. Et il y a plusieurs acteurs qui essayent de faire ça. Certains marchent, d'autres ne marchent pas. Donc, je pense que ce sont des modèles qui se cherchent encore parce que, en fait, c'est un peu comme dans l'économie de la fonctionnalité. On a besoin des interdépendances les uns des autres. Et en fait, dès que finalement un des acteurs sort du territoire, ça peut déséquilibrer en fait le modèle. Donc, la question de la pérennité de ces modèles territoriaux, en fait, aussi, ça dépend finalement de la capacité à gérer les acteurs de l'écosystème. Et donc, plus effectivement on revient à cette notion d'interconnectivité, de porosité entre acteurs est forte, plus derrière la dynamique de remplacement en fait pourrait être pertinente. Et du coup, on est moins dépendant de l'équilibre qu'on a fait à un moment donné. Et d'un point de vue modèle économique, ça a du sens aussi, sans doute. Complètement. J'ai le temps pour une autre question. Je vous en prie. Je reviens sur la notion d'évaluation. Évaluation, je pense que c'est effectivement aussi une marge de progrès, très certainement. Est-ce que je peux... Pardon, je vous interromps, mais Charlotte Limousin, il me semble que le rapport avait pointé justement que l'évaluation n'était pas suffisamment... En tout cas, oui, c'est sans doute. Alors, encourager, je sais pas, mais c'est un axe de progrès. Vous aviez soulevé, oui. Alors, évaluation d'ailleurs à plusieurs titres. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'importance aussi de pouvoir rendre compte, le fait que le service soit intangible, immatériel et donc peu visible finalement si on ne le valorise pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très juste dans notre secteur. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappée quand je suis arrivée dans le logement social. C'est quand je lisais les rapports d'activité des bailleurs sociaux et les données, en fait, les tableaux de bord, les indicateurs, c'est principalement sur le bâti. C'est le nombre de logements construits, le nombre de logements réhabilités. Et on parle, alors de plus en plus, mais on parle quand même relativement peu de la partie service.
sans doute parce que c'est difficile à objectiver. Et pour autant, ça concerne... Enfin, c'est une vraie part, une vraie valeur ajoutée, me semble-t-il, des bailleurs sociaux. Donc voilà, je pense qu'il y a un sujet... Ça peut s'inscrire peut-être dans un dialogue avec le territoire un peu renouvelé, dans lequel on définit la stratégie territoriale. Dans la stratégie territoriale, on va avoir des grands axes de développement sur les grands axes habituels, en fait, des fonctions territoriales. Et là-dessus, en fait, démontrer comment le logement social est contributeur. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des dialogues avec plusieurs porteurs de stratégie territoriale à la fois. Donc, je pense que ça permet de remonter aussi les décideurs, en fait, des logements sociaux dans le dialogue stratégique avec le territoire, puisque derrière, en fait, on va aussi bien adresser la stratégie de mobilité que la stratégie d'habitat, que la stratégie d'éducation, que la stratégie de la sûreté, bref, sécurité. Tous ces sujets-là, en fait, sont adressés par vos structures. Donc, je pense que vous pourriez devenir un acteur stratégique du territoire encore plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire si, effectivement, vous arrivez à capitaliser sur les connaissances que vous produisez et ensuite les transformer en stratégie. Alors ça, c'est le premier aspect, effectivement, c'est de pouvoir rendre compte et mieux rendre compte, mieux objectiver ça. Après, il y a l'autre dimension, c'est évaluer aussi pour tirer les enseignements. Et vous l'avez dit, il est important d'évaluer, de se tromper rapidement. Le plus vite possible. Le plus vite possible, voilà. La question que je me pose, c'est comment identifier qu'on s'est trompé. Et qu'est-ce que c'est qu'un service qui échoue, en fait, à l'aune de quoi on l'évalue. Et juste pour terminer là-dessus, moi j'ai des exemples en tête de services qui sont proposés aujourd'hui par les bailleurs et on observe qu'il y a un taux de recours assez faible de la part des habitants de ce service. Et on a du mal aujourd'hui à expliquer pourquoi. Est-ce que c'est le service qui est mal conçu ? Est-ce que le service est mal porté ? Parce que ça, je pense que c'est une autre dimension. Vous l'avez évoqué un peu, les métiers qui évoluent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir imaginé un service, encore faut-il pouvoir le proposer, l'animer. C'est un métier en tant que tel. Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est comment identifier qu'un service ne fonctionne pas ? Ça, c'est vraiment facile, pour le coup. Globalement, un service, comme on l'a dit au début, c'est un système. Donc, il y a plusieurs dimensions dans ce système-là. Je ne vais pas rentrer dans toutes les dimensions, mais en tout cas, disons qu'il y a plein d'outils qui permettent de poser à plat une cartographie de service avec la vision, c'est ce qu'on appelle le front office, le back office, donc les éléments qui sont visibles de l'utilisateur et du client et ceux qui sont produits en fait en invisible. Et tout ça, ça peut se diagnostiquer. Et ensuite, derrière, ça permet d'identifier assez facilement en fait finalement les zones à transformer et que ça soit en fait du point de vue du niveau d'adoption, de la capacité à délivrer, des infrastructures. Ça, c'est vraiment en fait quelque chose qui est du classique en fait entre guillemets. Mais quand Charlotte Limousin nous dit il y a un service, on s'aperçoit que finalement il y a un faible recours. Vous pensez que c'est facile d'identifier ça en fait ? Oui, pour le coup, en fait, identifier ce qui marche pas, c'est toujours plus facile que inventer quelque chose qui marche. Que d'imaginer quelque chose qui peut marcher. Une fois qu'on a fait le constat qu'il y avait ça, effectivement, c'est facile à constater. Après, la question qui se pose, c'est quelle est la cause ? Et est-ce que c'est le service qui est mal conçu ou est-ce que c'est le service qui est mal connu ou le service qui est mal adapté ? Portez vraiment sur ça. C'est de dire qu'on mesure chacune des dimensions. C'est typiquement, on va dire que quelque part, votre capacité à notifier le fait qu'un service a été rendu pour l'habitant est dysfonctionnel parce que c'est fait par courrier ou c'est fait sur le bon canal, par exemple, de communication. Donc la personne, en fait, elle l'a vu une fois, puis après, en fait, elle l'a oublié, donc elle ne l'utilise plus. Prenons un service, je ne sais pas, de syndic, par exemple. En fait, le syndic, c'est toujours dysfonctionnel. Donc, globalement, ces éléments-là, en fait, c'est assez facile, en fait, finalement, à dire quels sont tous les endroits régulés. Et donc, une fois qu'on l'a mesuré, après, en fait, de faire des prototypes et de tester des éléments de régulation. Cette régulation peut porter sur un irritant dans le parcours qui est l'irritant majeur, en fait, quelque part. Par exemple, je ne sais pas, les réunions syndicales, hop, ça ne marche pas. Ou alors, en fait, c'est carrément toute la proposition de valeur qu'il faut réinventer. Et dans ce cas-là, en fait, il faut concevoir tout le système. Alors ça, je pense que c'est un point important. Je pense qu'effectivement, vous l'avez évoqué en tout début d'ailleurs, je crois, de votre intervention. Si on parle de transition servicielle, ça interroge véritablement l'organisation interne, les métiers. Vous l'avez dit, c'est des nouveaux métiers. Et je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de services qui sont proposés par les bailleurs aujourd'hui. Alors, soit ils le sont explicitement de manière expérimentale. Donc là, se pose la question quand même de l'évaluation et de qu'est-ce qu'on en fait après la phase d'expérimentation. Puis il y en a d'autres qui sont, j'ai envie de dire, lancés, mis à disposition. Et puis une fois qu'ils sont mis à disposition, parfois on a le sentiment qu'on
on considère que le travail est fait. C'est ça. Donc on les maintient même si le résultat n'est pas là. Oui, et parfois on constate que le résultat n'est pas là, mais alors a fortiori quand c'est des services qui ne coûtent pas. Je pense des services où le bailleur va être plutôt indicateur, donc finalement il est, j'allais utiliser un terme, il est un peu passe-plat, enfin il est relais finalement, relais d'information, que le service soit utilisé ou pas, finalement ça lui coûte pas plus cher ou moins cher, etc. Mais si on se pose la question de la finalité, si la finalité c'est de rendre service au locataire, si le locataire l'utilise pas, l'objectif n'est pas atteint. Ouais. Et peut-être que là on doit réinterroger. Et donc tout ça pour dire que je pense qu'il y a des vraies réflexions à avoir aussi au sein des bailleurs qui souhaitent vraiment aller très fortement sur cette dimension de service, de qui en interne va piloter ces services, qui va se charger de l'évaluation de ces services. Est-ce qu'on a en interne les moyens humains, y compris les compétences, etc., pour délivrer ce service, suivre ce service, animer ce service. Voilà. Pour le coup, Paul Pietira, on ne se trompe pas très vite, quoi. On se trompe assez lentement dans le cas présenté. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs territoriaux qui, en fait, quand ils ont voulu faire un développement de service, ont commencé à faire des portails de mise à disposition d'acteurs qui, en fait, proposent eux-mêmes des services. Et ces éléments-là, en fait, de dire je suis agrégateur de services qui en fait, je prends tous les acteurs que je connais, je les mets à disposition des entreprises ou autres. C'est plus ou moins performant dans le sens où effectivement des fois il faut vraiment comprendre le service que l'on délivre et pas juste en fait mettre à disposition. Et même quand je mets à disposition, ça veut dire que je travaille sur la capacité à faire atterrir le service chez le client qui va l'utiliser. Et donc en fait j'ai plein de choses en fait quelque part pour que ça fonctionne. Donc j'ai toute l'infrastructure de mise à disposition à inventer. Donc je pense que ça, des fois, ça crée une illusion de service, en tout cas, et pas un service. J'aime bien ce terme d'illusion de service. Et vous me permettez... Et on va conclure là-dessus, mais allez-y, je vous en prie. Oui, j'ai plein de questions, tant mieux. Non, mais c'était une remarque. Tout ça, je pense, renvoie à une question aussi qu'on a posée dans le rapport et qui me semble fondamentale. C'est le pourquoi on fait du service, en fait. Vous l'avez dit vous-même, c'est pas forcément pour gagner de l'argent. Oui, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une question clé à se poser quand un bailleur décide de s'engager dans cette transition servicielle. C'est pourquoi faire, finalement. Qu'est-ce qu'il en attend ? Parce que si son objectif n'est pas clairement défini, de toute façon, il ne pourra pas évaluer le résultat au regard d'objectifs fixés. Voilà. Non, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est ce que vous nous avez bien démontré l'un et l'autre. Je vous interromps, mais j'ai l'impression que votre conversation aurait pu se poursuivre encore un petit peu. Merci vraiment à tous les deux. Merci Charlotte Limousin d'avoir bien commenté ce que nous a dit Paul Pietira, bien sûr. Merci à lui aussi, directeur général d'Acton, je le rappelle, sur ses propos, pas toujours faciles à entendre pour les bailleurs, sur sa vision des services et de l'avenir proche. Merci à tous les deux et merci à tous de nous avoir suivis. Et je le rappelle, vous pouvez faire vos commentaires, bien sûr, sur le site. Et également, vous aurez bientôt un article écrit qui reprendra dans les grandes lignes les entretiens que nous avons eus ce soir. Bonsoir.